Nina Crawford essuya le comptoir du Riverside Diner pour ce qui lui sembla être la 100e fois de la matinée. À 29 ans, elle y travaillait depuis 5 ans, depuis la mort de son mari, qu'il avait laissé avec des factures médicales ayant englouti tout son chagrin. Le travail était honnête mais épuisant, et les pourboires à peine suffisants pour payer le loyer de son minuscule studio et les cours du soir qu'elle suivait au collège communautaire. Mais il y avait un moment de la journée qu'elle attendait toujours avec impatience. Monsieur Arthur Pemberton à la table 7. Il arrivait chaque matin à 8 heures précises. Un homme distingué dans la 80aine, toujours vêtu d'un cardigan et d'une casquette plate. Il commandait toujours la même chose, café noir, 2 œufs brouillés, pain complet grillé et jus d'orange. Puis il s'asseyait près de la fenêtre, observant le monde défiler, avec des yeux qui semblaient voir plus que la plupart des gens. Nina avait commencé à le servir 3 ans plus tôt, et, au fil du temps, un rituel s'était installé. Elle lui apportait son café en premier, et il lui demandait comment allait sa journée, pas par simple politesse, mais avec un véritable intérêt pour sa vie, ses études, ses rêves de devenir assistante sociale. L'éducation est la clé qui ouvre des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, disait toujours Monsieur Pemberton, d'une voix marquée par l'accent raffiné d'un homme issu d'une vieille famille aisée. Ne laisse jamais personne te dire qu'il est trop tard ou trop difficile. Ma défunte épouse a obtenu sa maîtrise à 55 ans. Cela a complètement changé sa vision de la vie. Monsieur Pemberton laissait toujours un pourboire généreux, bien supérieur au prix de son modeste petit déjeuner. Nina avait tenté de le refuser, au début, mais il avait insisté. « J'ai plus d'argent que je n'en ai besoin, et peu d'années pour le dépenser », avait-il dit avec un sourire doux. Laisse un vieil homme avoir le plaisir d'aider quelqu'un qui lui rappelle sa propre petite fille. Au fil des années, Nina avait appris des fragments de sa vie. Il avait été un homme d'affaires prospère, ayant bâti un empire immobilier à partir de rien dans les années d'après-guerre. Son épouse était décédée il y a 10 ans et son fils 5 ans auparavant. Il avait un petit-fils quelque part, mais ils n'étaient plus en contact. « C'est ma faute, vraiment », avait-il avoué un matin. « J'ai été trop dur avec le père du garçon, je voulais qu'il suive mes traces. Quand mon fils est mort, mon petit-fils m'a tenu responsable du stress que je lui avais imposé. Peut-être qu'il avait raison. J'ai essayé de reprendre contact, mais il refuse de me parler. » Le cœur de Nina s'était serré pour cet homme si bon, qui passait ses matinées seul au dîner parce qu'il n'avait plus de famille avec qui partager le petit déjeuner. Alors, elle avait commencé à faire de petites choses, elle lui réservait la table du coin la mieux éclairée, lui apportait le journal avant qu'il ne le demande. Le jour de son anniversaire, qu'elle avait découvert en jetant un coup d'œil discret à son permis de conduire, quand il lui avait demandé d'aller chercher ses lunettes, elle lui avait apporté un cupcake avec une bougie. « Tu n'étais pas obligée, ma chère », avait-il dit, les yeux brillants de larmes. « Tout le monde mérite qu'on se souvienne de lui le jour de son anniversaire », avait répondu Nina. L'hiver précédent, quand M. Pemberton avait attrapé une mauvaise grippe et manqué une semaine de petit déjeuner, Nina avait profité de son jour de congé pour lui rendre visite chez lui. Une maison de ville modeste mais élégante dans un vieux quartier. Elle lui avait apporté de la soupe et des médicaments et était restée des heures pour s'assurer qu'il allait bien. « Tu es comme la petite fille que j'aurais aimé connaître », lui avait-il dit en la raccompagnant. « Ma véritable petite fille, si elle garde encore le moindre souvenir de moi, pense probablement que je suis un homme froid et sans cœur, obsédé par l'argent et la réussite. Alors, elle ne t'a jamais vraiment connu ?» avait répondu Nina avec fermeté. « L'homme que je connais est bon, attentionné et sincèrement intéressé par la vie des autres. » Ce matin-là, comme chaque matin, Nina apporta son café à M. Pemberton et s'installa pour leur conversation habituelle. Mais quelque chose était différent. Il semblait fatigué, plus que d'ordinaire, et il y avait une urgence dans son regard. « Nina, je dois te dire quelque chose. » commença-t-il, ses mains ridées serrant sa tasse. « Je ne vais pas bien. Les médecins m'ont donné peut-être 2 mois, peut-être moins, un cancer généralisé. À mon âge, un traitement ne ferait que rendre le temps qu'il me reste misérable. » Nina sentit les larmes lui monter aux yeux. « Monsieur Pemberton, non, il doit bien y avoir quelque chose à faire. » « Chante maintenant !»
Ne pleure pas pour un vieil homme qui a eu une belle et longue vie, dit-il doucement. Je suis en paix avec ça. Mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. J'ai pris des dispositions. Mon avocat va te contacter. Monsieur Pemberton, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi finir, l'interrompit-il d'une voix calme. Tu as été plus une famille pour moi ces 3 dernières années que quiconque. Tu m'as traité avec dignité et bonté. Non pas parce que j'étais riche ou important, mais simplement parce que j'étais un être humain ayant besoin de liens. C'est plus rare qu'on ne le croit. Avant que Nina puisse répondre, la porte du dîner s'ouvrit brusquement. Un homme en costume coûteux entra, suivi de 2 autres portant des mallettes. Le premier, la trentaine, avait des cheveux sombres et des traits marqués par une colère froide. Il marcha droit vers la table 7, les yeux fixés sur M. Pemberton, avec une intensité qui fit instinctivement se rapprocher Nina de l'homme âgé. « Alors c'est vrai, » dit le plus jeune, la voix tendue de rage contenue. « Je te retrouve enfin, et tu passes tes matinées dans un dîner miteux, à te lier d'amitié avec la serveuse. »« Bonjour Preston, » répondit calmement M. Pemberton, bien que Nina ait vu ses mains trembler légèrement. « Je suis heureux de te voir, même si j'aurais préféré d'autres circonstances. » Preston, le petit-fils qui refusait de répondre à ses appels. Nina les regarda tour à tour, voyant enfin la ressemblance familiale, maintenant qu'ils étaient côte à côte. « Ne fais pas semblant que ce soit une joyeuse réunion, » lâcha Preston sèchement. « Je suis ici parce que mon avocat m'a informé que tu avais modifié ton testament, des changements importants. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu laisses une part considérable de ton héritage à une parfaite inconnue ?» Les yeux de Nina s'écarquillèrent. « Monsieur Pemberton, de quoi parle-t-il » Le rire de Preston était amer. « Oh, elle ne sait pas, comme c'est commode. Permets-moi de t'éclairer, Nina Crawford, mon grand-père, dans sa sagesse infinie, a décidé de te léguer 40% de sa fortune. Cela représente environ 30 millions de dollars. Drôle, comme tu as su être si attentionné avec un vieil homme solitaire ces dernières années. Ça suffit, dit M. Pemberton, sa voix retrouvant de la force. Nina n'a été que sincère et bienveillante. Elle ignorait tout du testament, et elle n'a jamais rien demandé, si ce n'est un peu de courtoisie. De la courtoisie, ricana Preston, celle qui s'achète avec un petit déjeuner et des pourboires généreux, apparemment. Il se tourna vers Nina, le regard glacial. « Tu as la moindre idée du nombre de personnes qui ont essayé de manipuler mon grand-père pour figurer dans son testament? Des chasseuses de fortune, des escrocs, de faux amis. Et toi, tu as perfectionné l'art mieux que tous. » « Je ne joue pas un rôle, » dit Nina, la voix tremblante mais assurée. « Je me soucie de votre grand-père parce que c'est un homme bon, qui mérite qu'on prenne de ses nouvelles, qu'on lui parle comme à quelqu'un qui compte. Je ne veux pas de son argent. » « Bien sûr, » répondit Preston d'un ton sceptique, « c'est ce qu'ils disent tous. C'est pourquoi j'ai amené mes avocats. Nous allons contester ce testament pour influence indue exercée sur une personne âgée en déclin. » « Je ne suis pas en déclin mental, » intervint M. Pemberton. « Je meurs, oui, mais mon esprit est aussi lucide que jamais, et j'ai le droit de léguer mon argent à qui je veux. Pas lorsqu'il y a manipulation évidente, » dit l'un des avocats, prenant la parole pour la première fois. « Monsieur Pemberton, votre petit-fils a des raisons légitimes. Cette femme est venue chez vous, vous a apporté de la nourriture, s'est immiscée dans votre vie. Le schéma correspond parfaitement à celui de l'exploitation des personnes âgées. » Nina sentit la nausée la gagner. Tout ce qu'elle avait fait par bonté sincère était en train d'être transformé en quelque chose de malsain. « Je ne lui ai rendu visite qu'une fois, quand il était malade. Je lui ai apporté de la soupe parce que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. »« Pour les gens qu'on aime, » répéta Preston avec ironie, « ou pour ceux dont on convoite l'héritage. »« Arrête ça, Preston, » dit M. Pemberton d'une voix lasse. « Tu te ridiculises et tu blesses close quelqu'un qui n'a été que bonne envers moi. Bonne envers toi? Où était-elle pendant les 82 premières années de ta vie ?» La voix de Preston se brisa légèrement, laissant percer la douleur sous la colère. « Où était-elle quand grand-mère est morte? Quand papa est mort? Quand tu avais besoin de ta famille? Elle n'était pas là. Moi, j'y étais. Je suis venu à l'enterrement. J'ai essayé de te parler.
Tu es venu à l'enterrement de ton père et tu m'as accusé d'avoir causé sa crise cardiaque, dit M. Pemberton doucement. Tu as dit que je l'avais usé jusqu'à la mort, que mes exigences l'avaient tué. Parce que c'est vrai, dit Preston, mais sa voix avait perdu de sa dureté. Tu le poussais sans cesse, rien n'était jamais assez bien. Il est mort en essayant d'être à la hauteur de standards impossibles. Je sais, répondit M. Pemberton, et Nina vit les larmes couler sur ses joues ridées. Je sais que j'ai échoué avec ton père. Je voulais le préparer à un monde difficile, mais tout ce que j'ai fait, c'est rendre sa vie plus dure. Je vis avec cette culpabilité depuis sa mort. Le dîner était silencieux. Les autres clients faisaient semblant de ne pas écouter, mais personne ne manquait une miette du drame qui se déroulait devant eux. « Si tu le savais, pourquoi n'as-tu pas changé ?» demanda Preston, sa colère s'effaçant en une douleur sincère. « Pourquoi ne pas avoir tendu la main autrement ? Pourquoi est-ce mon avocat qui m'apprend que tu es mourant, et non toi ? Parce que je pensais que tu ne voulais plus m'entendre, avoua M. Pemberton. Parce que j'avais honte d'avoir si mal échoué, avec toi et ton père. Parce qu'il est plus facile de s'asseoir dans un dîner et de parler à une jeune femme bienveillante qui ne connaît pas mes erreurs que d'affronter mon petit-fils et voir la déception dans ses yeux. » Preston s'effondra sur la chaise en face de lui, vidé de toute colère. « Je ne suis pas déçu, je suis blessé. Tu es tout ce qui me reste, et tu étais là, à 30 minutes de mon bureau, sans jamais m'appeler. J'ai essayé, répondit M. Pemberton, des dizaines de fois au fil des années. Tu ne répondais jamais à mes messages. Parce que j'étais en colère, avoua Preston. Chaque fois que j'entendais ta voix, je pensais à papa et à la pression que tu lui mettais. Nina, restée silencieuse pendant tout l'échange, commença à reculer. C'était une affaire de famille, quelque chose de privé et de douloureux qui ne la concernait pas. Nina, attends, dit M. Pemberton. Il se tourna vers Preston. Ton grand-père a raison sur un point, tu es tout ce qu'il me reste de famille. Mais Nina m'a montré ce que la famille devrait être. Pas une obligation, ni une attente, ni un effort pour atteindre des standards impossibles. Juste être là, s'intéresser, être présent. Il se tourna vers Nina. Je ne te laisse pas cet argent pour te récompenser ou parce que je pense que tu cherches à en profiter. Je te le laisse parce que tu as montré à un vieil homme qu'il comptait encore, que sa vie avait une valeur au-delà de son empire d'affaires. Tu m'as rendu quelque chose qui me manquait depuis des années. Une véritable connexion humaine. Mais je n'en ai pas besoin, commença Nina. Je sais que tu n'en as pas besoin, l'interrompit doucement M. Pemberton. Tu continuerais à venir ici chaque matin, à m'apporter mon café et à écouter mes histoires. Que je te laisse un centime ou une fortune. C'est précisément pour ça que je veux que tu l'aies. L'argent devrait aller à ceux qui ne l'aiment pas, à ceux qui s'en servent, pour faire le bien. Il se tourna vers Preston. « Je te laisse les affaires et les biens, mon garçon. C'est la plus grande partie de ma succession et elle vaut bien plus que ce que je lègue à Nina. Mais je te demande d'accepter mon dernier souhait, qu'une partie de ce que j'ai bâti aille à quelqu'un qui m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Preston resta silencieux un long moment. Enfin il dit « Parle-moi d'elle. Dis-moi qui elle est et pourquoi elle compte pour toi. » Alors M. Pemberton lui raconta la mort du mari de Nina, ses multiples emplois pendant qu'elle étudiait, son rêve de devenir assistante sociale pour aider les familles en détresse, la fois où elle était venue le voir quand il était malade, le jour où elle avait fêté son anniversaire, et comment elle l'avait toujours traité comme une personne, pas comme un portefeuille. Et pendant qu'il parlait, Nina vit quelque chose changer dans l'expression de Preston. La colère s'effaça, remplacée par une douceur inattendue. « Elle me fait penser à grand-mère, dit-il enfin. Elle aussi, elle voyait les gens, vraiment les voyait. C'est vrai, acquiesça M. Pemberton. Ta grand-mère aurait beaucoup aimé Nina. » Preston se tourna vers elle, observant son visage. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je pensais que tu étais comme tous les autres. Ceux qui ont essayé de profiter de lui au fil des ans. « Je comprends, répondit Nina doucement. Si j'avais de la famille, je la protégerais moi aussi. Le problème, continua Preston, c'est que j'ai été en colère contre lui si longtemps que j'ai oublié qu'il n'était qu'un homme essayant de faire de son mieux, en commettant peut-être des erreurs, mais en essayant quand même. » Il regarda son grand-père. « Je suis désolé de ne pas avoir répondu à tes appels, d'avoir laissé passer des années sans venir te voir.
Moi aussi, je suis désolé, dit M. Pemberton, pour tout, pour avoir échoué avec ton père, pour ne pas avoir été le grand-père que tu méritais. Tu es en train de mourir, dit Preston, la voix brisée, et j'ai failli manquer ma chance de te dire au revoir, parce que j'étais trop entêté pour te pardonner. Tu es ici maintenant, répondit M. Pemberton doucement, c'est tout ce qui compte. Les avocats, sentant le changement d'atmosphère, se retirèrent discrètement. Nina fit mine de partir aussi, mais M. Pemberton attrapa sa main. « Merci, dit-il simplement, pour tout. Pour ta gentillesse quand j'en avais le plus besoin, pour avoir été une famille quand je n'en avais plus. » Au cours des 2 mois suivants, Nina vit Preston devenir un habitué de la table 7. Lui et son grand-père parlèrent de leurs blessures passées, partagèrent des souvenirs de son père et de sa grand-mère, et reconstruisirent lentement ce qui avait été brisé depuis des années. Et Nina, qui n'avait jamais voulu qu'aider un vieil homme solitaire, se retrouva partie prenante de leur guérison. Preston la remercia plusieurs fois d'avoir tenu compagnie à son grand-père durant les années où ils étaient séparés. Quand M. Pemberton s'éteignit paisiblement dans son sommeil, un mardi matin, Nina et Preston étaient à ses côtés. Ses dernières paroles furent « Je suis si heureux d'avoir pu vous connaître tous les deux. Vous avez offert à un vieil homme le cadeau d'une famille dans son dernier chapitre. » Le testament ne fut jamais contesté. Preston respecta les volontés de son grand-père et Nina utilisa son héritage pour terminer ses études et fonder une association à but non lucratif venant en aide aux familles accablées par les dettes médicales, les mêmes dettes qui avaient presque détruit sa vie après la mort de son mari. Chaque année, à l'anniversaire de M. Pemberton, Nina et Preston se retrouvaient au dîner, s'asseyaient à la table 7 et commandaient du café noir, des œufs brouillés et du pain complet grillé, en hommage à l'homme qui les avait réunis, celui qui leur avait appris à tous deux que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est simplement être présent, prendre soin et tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que la vraie gentillesse n'attend rien en retour et que la guérison peut naître de liens inattendus, alors aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur la compassion, la réconciliation familiale et la façon dont les petits gestes de bienveillance peuvent changer des vies. Et vous, parlez-nous dans les commentaires d'une personne dont la simple bonté a laissé une trace durable dans votre vie. Parfois, les plus grands héritages ne se mesurent pas en richesse, mais dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres au quotidien.